Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bardeau Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay. Nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui, une autre émission bien remplie qui va dans toutes les directions, évidemment, avec notre deuxième invité. Un sujet qui fera réfléchir et qui est de mise en cette période éprouvante pour tous. Nous parlerons de santé mentale avec une invitée qui nous aidera à démystifier ce qui est encore tabou. Nous serons en discussion avec Angélique Lantier. Mais tout d'abord, allons rejoindre par voie téléphonique un ami de l'émission, un gars de la Gaspésie, donc sympathique et véritable. Son nom est synonyme de musique country depuis 5 décennies. Un artiste complet qui a la musique dans le sang. Et question de prendre de ses nouvelles. Bonjour, Paul Darèche. Hey, salut Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Comment ça se passe présentement, côté crise du COVID? Comment va ta santé et ta guitare? Ma santé va bien. Puis la santé de la musique, ben, mon Dieu, tu sais, ça commence tranquillement. Je commence à avoir des spectacles virtuels, ben, des vrais spectacles avec musiciens, mais virtuels, évidemment. Et puis, le studio, j'ai fait des albums. Tu sais, la machine commence à tourner tranquillement. Est-ce que tu arrives quand même à travailler à ton goût? As-tu des fourmis dans les jambes? Oui, j'ai des fourmis dans les jambes, c'est sûr, là, écoute. J'ai hâte de voir une salle plein de monde qui est debout, puis qui crie, puis qui danse, puis qui, tu sais, je veux dire. Ben oui. Est-ce que tu fais des collaborations présentement? Comme? Ben, je veux dire, est-ce que tu travailles présentement avec d'autres artistes? Ah, ben oui, j'ai fait la place des arts la semaine passée. Pour l'événement, c'était l'histoire de mes chansons. C'est plusieurs artistes qui le faisaient avec chacun de leurs invités. Alors, c'était l'histoire de mes chansons de René Martel, ma partenaire. Alors, j'étais un des invités avec Laurent Jalbert, avec Annie Blanchard, avec, tu sais, j'ai fait ça il y a 2 semaines. Et puis, là, je suis en préparation, tu sais que je réalise des albums aussi, alors je suis en train d'écrire un album pour Mélanie Haché, c'est une acadienne. Je vais être en studio dans quelques semaines pour un mois, mettons. Et puis, je viens de terminer mon nouvel album, 31e album, en duo avec ma jumelle René Martel. Alors, qui va sortir à l'automne. Et puis, ben, c'est ça, écoute, je commence à avoir un tourage là, pas mal. Comment va ta fille, Émilie? Ma fille Émilie va très bien, son album aussi. Tu vois, j'ai fait justement hier un show virtuel pour les résidences Maurice. Ça, c'est 39 résidences qui ont un système privé de... tu vois, on était direct live avec ces 39 résidences-là hier. Alors, il y a comme 2000 personnes qui écoutaient le spectacle. Puis, on a fait un spectacle au studio à Grégory Charles. C'était magnifique, c'était une fun au bout. Écoute, on fait toutes sortes d'affaires, on est en train de se réinventer vraiment. Tu sais, on fait des choses différentes jusqu'à temps que le monde revienne dans les salles, évidemment. Ben, je pense que c'est l'histoire de ta carrière, savoir se réinventer, c'est ton secret. Quels sont tes projets à court et moyen terme à partir du moment où on va revenir à une vie plus normale? Ben, une vie plus normale. J'ai plein de spectacles qui étaient déjà bookés, qui sont remis depuis le commencement de la pandémie. Alors, ils sont tout le temps là. Il y a plein de tournées cette année. Écoute, à minute qu'on peut, nous autres, on part en tournée, on part, on décolle. Tu sais, on est prêt en tabarnouche. Je vois des nouveaux albums qui vont être prêts à mettre sur le marché. Écoute, on va être prêts comme jamais, là. Mais je constate que tu as encore une belle énergie, beaucoup d'inspiration. Est-ce que tu dirais que cette crise-là a été chercher chez toi peut-être une source d'inspiration différente? Pas vraiment. Une façon différente de faire les choses, oui. Mais une source d'inspiration, non, pas différente des autres, là. Tu vois, ça fait... Pendant la pandémie, je vais avoir écrit une dizaine de tournées. Et puis, je suis en train d'écrire pour Mélanie. J'écris tout le temps, tu sais, j'ai tout le temps des commandes de chansons. C'est actif, là, il manque juste le spectacle avec des gens dans la salle, là. On appelle ça une machine. Paul, aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Angélique. Elle aurait une question pour toi. Oui, Oui, Paul. bien sûr. Ben oui, moi, j'ai 32 ans. Ça fait plus que 25 ans là, que tu as commencé. Comment tu fais pour avoir encore l'énergie de continuer comme ça? C'est beau à voir.
Ben, mon Dieu, je pense que c'est la patience, parce qu'il faut être passionné. Là, ça fait 56 ans que je suis parti en tournée cette année. J'ai toujours la passion. C'est la musique, c'est l'amour de la musique qui fait ça, c'est la passion musicale. Écoute, ça va toujours être comme ça. Tu vois, j'ai fait l'émission à Patrick Huillard la semaine passée, qui va passer à la fin de février, La Tour. Et puis, le thème de l'émission, c'était les vieux routiers. On est toujours deux invités. Alors, ma partenaire à l'émission, c'était Béatrice Picard. Ça fait 73 ans de métier, tu sais. Et puis, moi, 56. Alors, ça faisait on a comme 150 ans de métier ensemble. Et puis, elle a 91 ans. Ben, toujours passionnée au bout, comme quand elle a commencé. C'est une passion qui nous habite, là. Mais c'est vraiment, vraiment beau à voir. Paul, je te remercie, je te félicite encore pour cette longue et brillante carrière. Et si ça peut t'encourager, plusieurs, dont moi, pensent qu'il y aura un boom quand on va revenir à la vie normale, que ce soit au niveau des clubs, des bars et des salles de spectacle, pour se produire comme tu vas le faire. Et j'y serai pour te voir et t'écouter. Tu es un exemple de persévérance. Merci d'avoir été des nôtres, Paul Darèche. Merci beaucoup. Bye, mon Paul. Bye. Bonne journée. Maintenant, notre plat principal, la santé mentale, demeure un sujet délicat, mais de plus en plus présent et reconnu. Et pour en parler plus en profondeur et de façon simple, avec nous une personne dont le vécu l'a amené vers une conscientisation et une implication directe. Elle représente le mouvement Santé mentale Québec. C'est une femme énergique, elle est sympathique et empathique. Je vous présente Angélique Lantier. Bonjour Angélique. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça? Ben oui, bienvenue à l'émission. Merci. Je sens qu'on va avoir toutes sortes de choses à se raconter aujourd'hui parce que c'est un sujet, je pense, qui est d'actualité puisque nous sommes tous en train de perdre la boule tranquillement. Espérons-le, pas tous. Non, ouais. Effectivement. Ben, une question un peu plate que je pose à tout le monde. Comment ça va? Comment tu vis la crise personnellement et professionnellement? Je te dirais que je me débrouille quand même assez bien parce que, dans le fond, moi, ma propre crise personnelle, je l'ai vécue il y a 4 ans. Oui, on va y revenir plus loin, oui. Oui, exact. Je pense que je me suis tellement développé un réseau, tellement développé des ressources, des outils, que clairement, ça m'a tellement aidé pendant la crise en ce moment. Bon, ça, j'aime ça. Au niveau de mon mental et tout. Donc, je me suis pas sentie... tous mes repères, ils n'ont pas perdu. Oui. C'est sûr que j'avais déjà un emploi aussi. Je travaillais à mon compte, dans le fond. Et en fait, la crise a fait en sorte que j'ai pu aller me chercher l'emploi puis devenir employée pour, avec des subventions et tout, avec Santé mentale Québec Rive-Sud. Donc, ça a été même un boost au niveau professionnel c'est bon, pour moi. Fait que non, je dirais la crise... on fait de notre mieux pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille bien. Mais tout le monde, comme Paul le disait, doit se réinventer. Avant de parler, de partager ton expérience personnelle, tes fonctions au sein du mouvement, c'est quoi? Et quelle est la vocation exacte de Santé mentale Québec? Parce que toi, tu es sur la Rive-Sud. Oui, exact. Donc, dans le fond, c'est le mouvement Santé mentale Québec, c'est comme une organisation, dans le fond, de plusieurs regroupements de groupes membres qui vont faire la promotion d'une bonne santé mentale, qui vont sensibiliser les gens, qui vont donner des outils, dans le fond, accessibles à la population. Moi, je travaille vraiment avec Santé mentale Québec Rive-Sud, donc une de leurs filiales, si on veut dire. Et avec eux, là, je suis conférencière, animatrice des groupes des 7 astuces pour se recharger. Et j'adore ça. Puis là, maintenant, gestionnaire aussi d'un groupe Facebook Cheminer vers l'équilibre. Alors, si ça vous tente, vous pouvez vous inscrire pour pouvoir avoir des outils au quotidien pour prendre soin de sa santé mentale. Ben justement, toi, tu t'occupes de la promotion. On veut faire la promotion chez Santé mentale Québec et la prévention pour outiller les gens. Et je pense que la crise présentement est peut-être en train de faire écarquiller les yeux de certaines personnes sur ce qui se passe vraiment dans certains foyers, parce que ça peut être difficile et révéler parfois une santé mentale défaillante, et je pense que c'est le sujet du jour de plus en plus. Oui, effectivement. C'est vrai que la santé mentale, ça touche tellement de différents domaines, si on veut dire, puis il y a tellement de précarité, puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, l'isolement, les foyers qui sont plus isolés, justement, il y a moins de ressources à l'extérieur. Je te dirais que les personnes qui ont perdu leur repère, c'est facile de tomber dans de la détresse. C'est beaucoup de détresse des fois dans les familles, que ce soit des familles ou des personnes âgées qui se sentent toutes seules. Chaque personne a des défis différents auxquels ils font face. Mais on dirait qu'on a moins de repères autour pour être capable de s'outiller, pour sortir de ça. Mais il y en existe des ressources, il faut juste vraiment les chercher puis continuer à aller les trouver. Là. Mais la vocation du mouvement, justement, c'est un objectif pour toi personnel, c'est de faire reconnaître la santé mentale comme la santé physique
Je veux dire, c'est un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qu'on vise. Ça s'adresse à qui exactement, le mouvement? À toute la population, parce que la santé mentale, ça touche tout le monde. Oui. Tu sais, peu importe c'est quoi peu importe c'est quoi, dans le fond, ta position, ton âge, ton orientation, ta nationalité, ta carrière, on s'en fout. Ça touche tout le monde. Pourquoi? Parce que ça se passe dans notre tête. Nos émotions, on a tous des émotions, on a tous des buts, on a tous des rêves, on a tous des défis, des difficultés. Et bien sûr, eux, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est aussi la promotion d'une bonne santé mentale. C'est-à-dire que même les personnes, exemple, qui ont eu des troubles de santé mentale, avec ou sans diagnostic, qui vivent la détresse, c'est possible de s'en sortir. T'sais, le rétablissement existe, donc c'est vraiment autant pour ceux et celles qui ont une bonne santé mentale. Tu faisais la comparaison avec la santé physique. Là. Mais on peut prendre soin de notre santé physique comme on peut prendre soin de notre santé mentale. Un ne va pas sans l'autre, finalement. Non, c'est un tout. C'est un tout, puis même les personnes qui, eux, ont une bonne santé mentale, ben, il faut qu'ils continuent à prévenir, finalement, de la détresse. Et à maintenir cette bonne santé mentale-là, ce bien-être. Ce qui n'est pas toujours évident. Ben, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, puis je pense que pour certaines personnes, peut-être des fois, c'est comme pris pour acquis, on va dire, quand on n'a pas sombré. On dirait qu'on s'en rend peut-être pas compte de qu'est-ce qu'on faisait qui nous faisait du bien. Atteindre le bas fond, un peu comme dans l'alcoolisme avant de se conscientiser. Toi, tu es passé par là. On va y revenir. Au cœur de l'équilibre, justement, d'une santé mentale, il y a l'importance de la famille pour retrouver la joie de vivre, je veux dire, avoir un bon réseau social. Ça, c'est la base très solide, importante. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Bien, créer des liens. Ne pas s'isoler. Ne pas s'isoler, créer des liens, c'est une des fondations solides d'une bonne santé mentale. Puis je vous dirais que, tu sais, oui, pour certaines personnes, ça va être le foyer familial. Mais pour certaines personnes dans la famille, c'est pas là que c'est mieux. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, ils vivent dans des milieux que il y a beaucoup de détresse, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir... Tu sais, donc, vraiment, c'est de se retrouver avec des personnes qui nous font du bien. Ça a l'air simple, là. Mais c'est vraiment ça. Que ce soit des amis... L'entourage négatif ou d'être avec quelqu'un qui voit toujours des scénarios négatifs, à la longue, ça finit par jouer. Bien, ça finit par user, puis ça finit par, tu sais, si exemple, on entend, je sais pas, des dénigrements ou de, tu sais, l'intimidation, peu importe dans quel milieu qu'on se retrouve, on veut être capable de se retrouver dans un environnement qui est sain. Parce que, des fois, ils disent, hein, mettons des fleurs, là, si tu mets un engrais différent, ben, ça va pousser mieux. Bon, ben, dans le fond, nous, on est comme une fleur. J'aime ta comparaison. Mettons de l'engrais qui fait du bien. Nous sommes des plantes qui ont besoin d'être arrosées avec des rayons de soleil. Avec plein d'amour. Ben oui. Faire reconnaître la santé mentale à son juste titre. Est-ce que tu penses que la COVID représente un des rares bons côtés de la COVID? Ça serait justement d'arriver, à travers cette crise, à faire reconnaître, à juste titre, je me répète, la santé mentale, de ce que tu constates. Est-ce que c'est ce que tu crois? Je pense que ça va avoir apporté beaucoup de personnes à se sensibiliser à ce niveau-là. Et plusieurs personnes qui se retrouvaient peut-être dans une situation où est-ce que ça allait comme ci, comme ça, qui roulaient comme normal, bien peut-être qu'eux se sont retrouvés dans une situation un peu plus précaire. C'est ça. Et donc, oui, à ce moment-là, ça va peut-être les sensibiliser. Puis j'espère que ces personnes-là vont faire preuve de résilience, hein, parce que cette tempête-là, elle ne va pas être là vitam aeternam, on le souhaite, hein, bien sûr. Donc, c'est d'être capable de faire preuve de résilience et d'aller chercher les outils pour pouvoir retrouver notre équilibre. Mais oui, ça peut avoir vraiment sensibilisé les gens. Puis on en parle de plus en plus partout aux nouvelles, partout. T'sais, même dans les réseaux, des médias qui atteignent le plus la population générale. Là. Donc, ça, j'ai espoir que ça va avoir sensibilisé les gens à vouloir en prendre soin puis de ne pas le prendre pour acquis, notre fameuse santé mentale. On trouve du positif, finalement, dans cette crise qui est très négative. Comme plusieurs, une épreuve, un épisode douloureux t'a amené vers cet éveil, cette conscientisation, et tu as été diagnostiqué TDAH. Oui. J'aimerais que tu nous parles de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? Écoute, ça veut dire que tu es une personne intense, comme tu disais en pré-entrevue. Mais dans le fond, moi, ça a été long le processus. Je pense que toute ma vie, je me sentais un peu différente. Ou, je veux dire, il y a plusieurs personnes peut-être qui peuvent le sentir. Des fois, on est dans un moule où on veut qu'on soit mis dans un moule, puis on rentre pas dans le moule. Là. Que ce soit à l'école, moi j'avais tendance à parler beaucoup trop, à poser beaucoup trop de questions. Puis pourtant, c'est ça, ça vient avec un diagnostic de TDAH, mais moi dans mon cas, c'est le douance TDAH. Okay. Donc j'ai vraiment les deux diagnostics qui ont été posés. Puis
c'est moi qui avais déjà cette hypothèse-là, parce qu'à force d'apprendre à se connaître, on découvre un peu c'est quoi nos particularités. Puis moi, ben, l'hypersensibilité, la pensée en arborescente, la switch à off qui ne finit jamais. Ouais, de la misère à dormir finalement. Ben, surtout quand je suis passionnée d'un projet. Et puis maintenant, au moins, l'anxiété, si j'arrive pas à dormir, j'arrive à la régler. Ben moi, je peux te dire une parenthèse en passant, je ne vais pas te couper. Pour un intervieweur, quelqu'un qui parle et qui parle, c'est parfait. Parce que si tu as un invité qui, par la nervosité, te donne des réponses laconiques du style oui, non, après 3-4 minutes, c'est pas fort, mais continue. Mais en fait, c'est ça que je dis des fois dans mes conférences. Je leur dis, tu sais, moi, je me suis fait toujours dire dans ma vie que j'étais trop intense, je prenais trop de place. Puis là, on dirait que je parlais trop. Hein? Et donc, là, je me dis, ben c'est parfait, je suis devenue conférencière animatrice. Donc, yay! J'ai la place qu'il faut pour pouvoir, dans le fond, mettre en place mon talent. Parce que au final, dans le fond, c'est pour certaines personnes, on va voir, que ce soit le TDAH ou n'importe quelle particularité différente qu'on peut avoir, on peut le voir comme étant un défaut. Mais quand on regarde le côté positif de la chose, il y a aussi une qualité derrière, il y a aussi une force, il y a aussi une puissance, il y a une unicité qui est là. Puis quand on est capable de, comme j'ai dit, trouver un environnement qui nous fait fleurir, mais on se sent tellement bien à l'intérieur. Puis c'est ça que moi je souhaite pour toutes les personnes qui peuvent ressentir une certaine différence. Trouvez-vous un environnement dans lequel vous vous sentez épanoui, puis que vous pouvez mettre à profit, finalement, cette différence-là, puis de le voir comme étant une belle chose. As-tu un jardin chez toi? Non. Parce que les fleurs seraient bien arrosées. Ben, je donne tout le temps cet exemple-là, et pourtant, j'ai tellement pas le pouce vert. Ah bon, mais ça peut se développer. Oui, ça peut se développer. Maintenant, on va y aller avec ton vécu, ton expérience personnelle qui t'a amené à t'impliquer, à en faire une mission personnelle, parce que tu es une personne très déterminée. Il y a 4 ans, tu as eu ce que tu as appelé, moi j'aime bien cette expression-là, parce que plusieurs personnes la vivent. Dans ton cas, c'était le syndrome de la superwoman. Tu es passé par la dépression avec tout le reste qui vient avec, c'est-à-dire une baisse d'estime de soi, même un épisode de violence conjugale. On n'est peut-être pas nécessairement obligé d'aller dans les détails. Tu as été chercher de l'aide, il y a eu un déclic, et ce qui t'a beaucoup aidé, sans te mettre les mots dans la bouche, tu es maman de 2 enfants, de 5 et 6 ans. Et si tu veux nous parler de ce qui est arrivé il y a 4 ans, le début de cette aventure, finalement, qui commence négativement, qui finit bien. Ben, en fait, au début, ça commence positif, parce que c'est rare qu'il y ait quelque chose qui commence négatif. Mais au début, c'était comme moi, j'avais mon nouveau conjoint, on voulait avoir des enfants, on était toutes motivées, on était tellement contentes. Moi, j'étais comme, je vais avoir 2 filles back-à-back, jeunes. La vie me donnait exactement ce que je souhaitais. Ouais. Puis je me disais, mais quel beau rêve. Et finalement... Tu avais 28 ans. J'avais 28 ans, exact, à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai commencé, j'avais comme 25. Là, le temps d'avoir mes 2 jeunes enfants. Et par la suite, tout à coup, je me rends compte qu'avec mes enfants, il y a certaines difficultés, dont des intolérances alimentaires. Fait que, tu sais, des fois, on s'attend pas à avoir, je vais appeler ça des curveballs, de la vie qui nous amène. Puis là, tout à coup, il faut qu'on apprenne à jongler avec des nouvelles réalités, mais tout en gardant en tête de, je veux être la superwoman, je veux être la mère parfaite. Je me mettais beaucoup de pression, tu sais. Fait que les intolérances alimentaires m'ont amené à devoir cuisiner vraiment beaucoup plus, à me stresser pour être certaine de savoir quoi donner à mes filles ou tout. Donc, l'anxiété a comme commencé. Tu mangeais plus? Je mangeais plus. Tu mangeais plus parce que c'est ce que j'allais dire. Tu faisais de la cuisine pour les autres. Oui, puis j'allaitais, donc il fallait que je fasse le même régime que ma fille, tu sais, puis pour pas vous, tu sais, je veux pas vous traumatiser, là, mais c'était rendu pendant 4 mois, je pense que j'ai mangé, dans le fond, mon régime, là, ça résumait à quelques fruits, légumes, poulet, porc, puis même pas poisson, riz puis patates. Parce que tout ce qui était produits laitiers, produits bovins, soya, gluten, œufs, noix, légumineuses, bananes, raisins, tout ne passait pas. Alors, tu mangeais 1 fois par jour? Ben, 3 fois, mais souvent c'était la même chose. Bon. Pour pouvoir faire des tests, puis tu sais, c'était épuisant. C'était vraiment un épisode qui était épuisant, puis je ne dormais pas la nuit parce que j'allaitais, puis ma fille, elle se réveillait comme 10 fois par jour, parce que, la nuit surtout, elle faisait du reflux. Donc, ça m'a amené à vraiment un épuisement. Puis, tu sais, mon mari, à l'époque, lui, il travaillait, il faisait de son mieux aussi, mais je manquais de soutien. Tu sais, j'avais besoin d'avoir un réseau. On n'avait pas nos parents qui pouvaient qui pouvaient garder les enfants. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que quand tu as un enfant, tout le monde veut garder. Quand tu en as 2, on dirait que tout le monde, c'est comme silence radio, il n'y a plus personne. Donc, en plus, avec les intolérances alimentaires, on dirait que tout le monde fuyait. Alors, je me sentais vraiment seule. Puis on dirait que je me comparais à les anciennes femmes dans le temps, mais avant, eux, ils étaient capables au foyer. Comment ça qu'eux, ils sont capables, puis moi, j'y arrive pas. Je me remettais. T'étais dans la performance. Je voulais tellement performer. Je voulais tellement être parfaite là, que ça me. Ça, on va en parler plus loin, parce que c'est un des signes qui veut dire, c'est drôle à dire, mais une faible estime de soi, d'être toujours
dans la performance, de prouver quelque chose. Ben, en fait, c'est ça. Je savais même pas que je manquais d'estime. Ben oui. Tu sais, je savais pas, là. Je savais pas que j'avais une tendance à l'autocritique. Ben oui, moi, je me tapais sur la tête. Fait que dès que j'avais comme une to-do list de, tu sais, je sais pas, 10 affaires à faire, puis j'en faisais 2, j'étais comme, t'es donc bien pas bonne, t'es donc bien nulle, t'y arrives pas. Et ça faisait juste miner encore plus mon énergie. Puis tu sais, j'arrêtais pas de me dire, je suis capable, je suis capable. Fait que là, j'en mettais encore plus, je mettais les bouchées doubles. Mais mon corps, il était comme, t'es plus capable, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est mon corps qui a flanché. Okay. Je suis tombée malade, là. C'était tous les hits que tu peux avoir, là. Sinusite, bronchite, amygdalite, otite. Il était juste plus capable. Écœurantite avec ça. Solide. Puis c'est là que je suis allée un moment donné voir le médecin, puis j'ai juste fondu en larmes parce que là, je commençais à être irritée, je commençais à être agressive. Tous les signes étaient là. Oui. Ça aussi, on va en parler plus loin pour que les gens puissent se reconnaître. Question suivante. Avec ton œil, ton expérience, actualité oblige aussi. Que remarques-tu présentement autour de toi qui te frappe en premier dans le comportement côté santé mentale en cette période de crise du COVID? C'est quoi tu remarques, la première chose? Les premiers, comment je pourrais dire, des problèmes de comportement autour, parce qu'on en voit. Moi, j'en ai vu beaucoup au centre d'achat, au magasin. Mais j'avoue que je sors pas beaucoup. Okay. C'est vrai que je sors. Ou peut-être chez des amis à qui tu parles. Qu'est-ce que tu remarques en premier? Dans certains groupes Facebook, tu sais, j'ai remarqué, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui dénoncent encore plus ou qui s'ouvrent encore plus là-dessus. Puis ça, je trouve que c'est un beau pas. Okay. C'est un beau geste. Donc, j'ai vu des personnes dire, moi, je suis à bout, je suis plus capable, qui ventilent sur les réseaux sociaux. Des fois, on va dire, c'est pas la place pour déposer notre marde, on va dire ça comme ça. Ben oui. Mais par contre, ça peut tellement faire du bien et ça permet à d'autres de voir, OK, je suis pas seule dans cette situation-là parce que non, vous n'êtes pas toute seule à vivre ça, à trouver ça rushant, donc d'aller chercher un certain support. Puis ça, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est que il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent là-dessus. Puis ça, c'est une bonne chose. C'est bien ça, j'aime ce que tu dis. Une de tes expressions, quand on parlait en pré-entrevue, c'était se connecter sur soi, sur le présent. Et ça ne veut pas dire tomber dans l'égoïsme. J'aimerais que tu nous définisses la ligne fine entre les deux. Mais c'est parce que si, par exemple, je suis toujours en train de faire des actions pour les autres, je suis toujours en train d'essayer de plaire. Puis ça, c'est de la dépendance affective parce qu'au final, je veux tellement plaire les autres parce que je veux être certaine d'être aimée parce que moi, je manque d'amour pour moi. Alors, au final, c'est pas d'être égoïste, mais c'est de se dire, moi, j'ai aussi des besoins. Puis c'est important que moi, je reconnaisse mes propres besoins, puis que je sois responsable de ma vie, de mon bonheur, puis que j'agisse en conséquence pour faire des actions qui vont me faire du bien. Et non attendre que les autres m'amènent mon propre bonheur, parce que sinon, si j'ai tout le temps ces attentes-là, je risque d'être déçue. Parce qu'à un moment donné, les autres, ils peuvent pas deviner ce qu'il y a dans notre tête, puis qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, se connecter à soi, c'est qu'est-ce que j'ai besoin, mes émotions, ils me guident. Fait que se connecter à nos émotions, à savoir qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux garder. On a à faire un bilan. Et ça, c'est se connecter à soi, de prendre Puis ça, c'est pas facile. Ça demande du courage, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur de qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Puis une chose qu'on remarque chez les gens aussi parfois qui sont dans la performance ou qui commencent à avoir des problèmes, soit de comportement ou de santé mentale, sans que ce soit des problèmes graves, ce sont la phrase échappatoire, toujours la faute des autres. Oui, bien c'est sûr que si on pense que c'est toujours la faute des autres, c'est parce qu'on n'est pas en train de se responsabiliser. C'est ça. Moi, j'aime ça. Puis quand on ne se responsabilise pas, bien, ça veut dire qu'on peut plus... C'est comme si on est impuissant, finalement. On donne notre pouvoir à l'autre personne. Ben oui. Alors qu'on a le pouvoir d'agir, nous. Puis c'est quand on met en pratique notre pouvoir d'agir, ça, c'est un des facteurs de protection d'une bonne santé mentale parce que c'est comme si on ressent une satisfaction parce que c'est nous qui avons fait le choix. Fait qu'on est comme, yes, ça vient de moi. Tu sais, c'est au lieu de, ben ça vient juste de l'extérieur. Tu sais, donc vraiment, puis de mettre le blanc sur les autres, ben, ça a-tu vraiment servi à quelqu'un un moment donné? Non, c'est ça. Le négatif attire le négatif aussi, fait que... Oui, exact. Fait que, il faut se prendre en main. Avant la pause, une dernière question. Malheureusement, un vieux cliché, un préjugé solide qui demeure, ce sont les fous qui consultent, qui vont vers un mouvement comme Santé mentale Québec. Mais jusqu'à quel point? J'aimerais encore là que tu nous définisses la ligne fine, je me répète, entre c'est pas ça du tout, puis c'était ça dans le temps. Ben tu sais, moi je vais faire une joke, mais je dis souvent, hey, moi je suis folle puis je suis proud of it. Tu sais, je suis fière d'être folle. Ben oui. Ah oui, moi je suis folle puis je suis fière d'être folle. Puis je dirais qu'en fait, la vraie définition de la folie, hein, comme on pourrait dire être fou, c'est de refaire toujours les mêmes erreurs sans en apprendre. Ben ça, c'est Einstein qui disait ça. Exact. Répéter 100 fois la même action en pensant avoir un résultat différent. C'est la folie. Donc, au final, c'est quoi être fou? Tu sais, des fois, oui, on peut avoir des préjugés. Des fois, on a certaines personnes qu'on peut ne pas comprendre leur réalité. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, je me dis,
c'est important de se renseigner à savoir, ben oui, c'est vrai qu'il y en a des maladies mentales qui peuvent permettre à la personne d'être déconnectée de la réalité, ça se peut. Mais tu sais quoi, ça se peut que ça soit sa réalité-là, mais c'est pas cette personne-là vraiment à Il faut faire attention aux gens que l'on juge, parce que des fois, ceux qu'on va juger très négativement ont des qualités insoupçonnées. Tu sais, le fameux adage qui dit le syndrome de l'observateur observé. On connaît tous des voisins qui semblent avoir un jugement sur tout le monde autour, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont eux aussi également, ils sont observés, puis finalement, parfois, ils vont être jugés encore plus sévèrement. Oui, puis tu sais, honnêtement, moi je me dis, quand c'est rendu qu'on a tendance à tout le temps juger les autres pour tout, ça veut dire qu'on est le plus grand juge, là, c'est envers nous-mêmes. C'est ça. Tu sais, fait qu'avant, c'est d'être capable d'avoir de la tolérance envers les autres. Et le seul vrai juge, il est en haut. Oui, pour plusieurs personnes, c'est comme, on ne oui. sait pas, tu sais, c'est genre, on se dit, moi je suis qui, moi, pour ça. juger du contexte et de la situation de la personne, tu sais. Ma chère Angélique, nous allons prendre une petite pause. Parfait. Je vous rappelle que vous écoutez Bâton Rouge Live en référence avec le fameux restaurant de Lachenay. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas, mais n'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. Je vous donne l'adresse de ce restaurant de choix, c'est le 1400 rue Yves Blais. Oui, la salle à dîner est présentement fermée, mais il y a toujours la livraison, c'est tout autant succulent. Il y a ce qu'on appelle aussi le take-out, les commandes pour emporter, donc le numéro de téléphone de ce restaurant de choix dans le 450, c'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une représentante du mouvement Santé mentale, soit Angélique Lantier. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et qui a beaucoup d'expérience sur place, puisque ça fait déjà 24 ans que ce très beau magasin existe. L'adresse, c'est 303 Notre-Dame à Repentigny. Comme je vous le dis, c'est un très beau magasin avec une très bonne réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Allez voir François pour des conseils et des bas prix au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. N'oubliez pas les 3 mots magiques, je me répète depuis le début du confinement. Comment ça va? Appelez un ami, ça ne coûte pas cher, vous allez prouver que vous êtes un véritable ami et semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Comment ça va? 3 mots magiques. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être écouté avec beaucoup de compréhension si vous vivez une infestation, et ça, pour certaines familles, c'est un véritable drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, pour la solution, le numéro de téléphone dans la 450 pour Rive-Nord Extermination, c'est le 582-6706. Angélique, nous allons poursuivre. De ton propre aveu, tu as souffert du syndrome de la superwoman. Et dans un monde de performance de plus en plus, où le capitalisme nous pousse à outrance, où l'on se retrouve, comment je pourrais dire, de plus en plus, des sources différentes de stress, sans parler de la crise et d'inquiétude, à cause de la performance, entre autres. On dirait qu'on n'en sort jamais. C'est vraiment ce qu'on constate. Mais par contre, il faut écouter, il faut s'écouter où commence le cercle vicieux de la performance et les signes qui, comme on le disait, sont reliés à un manque d'estime. Ça commence où, un problème de santé mentale, selon toi? À quel moment là qu'on se dit, ben là, il y a un problème qui doit être pris en considération? Mais c'est sûr que écoute, ça peut aller dans toutes les directions, Ouais. mais définitivement que, tu sais, si la personne, elle ressent un mal-être, déjà, si la personne, elle n'est pas bien Ouais. à l'intérieur puis qu'elle est capable de le ressentir, bien ça, c'est déjà un signe, OK, premièrement. Par contre, il y a des personnes qui sont tellement coupées de leurs émotions qu'ils ne vont pas le ressentir, qui ont un mal-être. Et là, à ce moment-là, c'est plus au niveau des comportements qu'on va regarder. Couper les émotions, ça, c'est pour se protéger aussi. Ben, c'est parce que des fois, on n'a pas envie de sentir la douleur, on n'a pas envie de sentir la souffrance. Fait que, tu sais, on se trouve plein de mécanismes de défense pour être capable de ne pas les sentir. Fait que, tu sais, on peut aller autant dans la fuite de la drogue, l'alcool, la télévision, La bouffe. La bouffe, oh my gosh, la bouffe, hein? Il y en a-tu dans le confinement qui ont commencé à regarder plus souvent dans le frigo? Tu sais, c'est juste des mécanismes pour être capable de comme taire un peu ces émotions-là, mais pourtant, ces émotions-là sont un guide. Quand on les écoute, Oui. on trouve le besoin derrière, on s'arrange pour répondre aux besoins, on revient content. Mais on dirait qu'on a oublié ça, donc là, on le fait pas. Puis ça, mais oui, c'est à partir de là que ça peut, la pente glissante, là. Ça on commence. peut redescendre. Puis, sinon, les comportements, c'est sûr que si on commence à être épuisé, fatigué, irritable, agressif, si on commence à sentir qu'on est tout le temps triste, on parlait des émotions, là, ça en est. Si on est tout le temps anxieux, on vit dans la peur. Comme on disait, si on a des comportements de compulsion, de dépendance, que ce soit envers les jeux, que ce soit des problèmes d'argent, que ce soit au niveau de, comme on avait dit, la bouffe, l'alcool, la drogue,
même moi, des fois, Facebook, là, tu sais, quand on procrastine tout le temps, qu'on n'est plus capable d'avoir un but, qu'on a l'impression de ne plus avoir de sens, qu'on a l'impression d'être démotivé, on n'a pas envie de se lever le matin pour aller travailler. Tu sais, toutes ces choses-là, c'est comme des petits signes qu'on n'est juste pas bien. On n'est pas bien, puis il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Des fois, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas bien qu'on ne sait plus le reconnaître. Ben, justement, tellement. Écoute, ce matin, c'est drôle, mais je marchais dans la nature, puis j'avais comme un petit chemin tapé dans le fond. Fait que là, je marchais dans la neige, puis je me disais, ça, c'est comme ma ligne d'équilibre. Mais dès que je sortais de mon petit chemin, écoute, mon pied, là, il s'enfonçait littéralement dans la neige, puis j'étais comme, ben oui, ça, c'est comme ma ligne d'équilibre. Puis si je déroge, ben, je m'enfonce, tu sais. Fait qu'il faut que je retrouve mon équilibre, mais comme tu dis, des fois, on est perdu dans le champ, on est en train de creuser dans la neige, puis on le voit pas le chemin. Ben, à ce moment-là, des fois, c'est de regarder autour, de dire, y en a-tu qu'eux, ils ont leur équilibre, puis je peux-tu aller squatter un chemin quelque part, là, pour pouvoir aller rechercher, puis de voir comment je peux me rendre à cette personne-là, puis de tendre la main vers quelqu'un. Ben, le truc, quand tu vas dans le sentier enneigé, ce sont les raquettes. Oui, ça aussi, c'est une bonne protection, oui, j'adore ça. Trêve de plaisanterie, mon fameux « comment ça va » que tu m'as entendu dire plusieurs fois depuis 1 an, je sais que je me répète. Est-ce que ça peut faire une différence selon toi? Ça, c'est une question personnelle de moi à toi. Oui, bien si la personne est prête à s'ouvrir, oui. 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 Si la personne, tu lui poses la ça, question. C'est bien dit. Puis si la personne, dans le fond, tu lui poses une question, puis c'est vraiment, tu sais, comme tu as déjà un lien de confiance avec la personne, oui. Tu sais, parce que, exemple, dans mes accompagnements personnels, c'est la première question que je pose. Comment ça va aujourd'hui? Donc, les gens qui sont censés être des véritables amis, c'est surtout eux qui devraient poser la question. Mais je te dirais vraiment, là, oui, mais en même temps, la façon de poser la question, puis la disponibilité de la personne va faire une différence sur l'ouverture que l'autre personne va... Fait qu'exemple, mettons, je te regarde à la maison, puis je te dis, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, je suis sincère. Je fais pas juste, hey, comment ça va? Oui. Ah, le petit, comment ça va? Je suis déjà coupé de mes bras. Oui, puis on peut faire le test. Tu croises des gens, disons, au travail. Si tu travailles dans une industrie où il y a plusieurs employés, hey, salut, ça va? Tu réponds non. J'ai fait ça souvent, même si ça allait bien, juste pour voir la réaction. Là, personne ne sait plus quoi dire. Là, tu sais. Elle était comme pas prête à être disponible d'entendre une vraie réponse authentique. Oui, c'est ça. Ouais. Un autre mot maintenant, un sujet qui fait peur, mais qui est d'actualité, qu'on cherche à éviter, c'est un tabou, c'est le suicide. Directement relié à la santé mentale, moi je dirais que c'est la dernière étape pour quelqu'un qui est carrément découragé ou qui vit des problèmes de santé mentale. C'est un aspect de votre mission, de votre vocation. Aurais-tu des chiffres? Et est-ce que c'est vrai que ce sont plus les hommes qui vont vers cette non-solution? Écoute, tu me poses une bonne question. J'ai pas nécessairement des chiffres là-dessus. Oui. Je suis pas une fille très statistique. Mais tu côtoies des gens qui ont des idées suicidaires. Oui, dans le fond, c'est sûr que nous, c'est beaucoup dans la prévention. Donc, c'est pas nécessairement les personnes qui... On n'est pas une ligne d'écoute nécessairement, donc c'est pas vers nous nécessairement que les personnes qui ont des idées suicidaires ils vont nécessairement se tourner en premier. Mais par contre, oui, on en a. Et tu sais, c'est surtout parce que je pense que ces personnes-là sont rendues tellement dans un espace de désespoir. Oui. Désespoir où est-ce que là, tout à coup, c'est juste la noirceur qui voit autour de eux. Puis je veux juste vous rappeler qu'il existe la lumière. Tu sais, cette lumière-là, au bout du tunnel, des fois qu'on parle, là, elle existe. C'est juste qu'il faut vraiment... Il faut s'aider, il faut être patient. Il faut s'accrocher, tu sais, de faire preuve de résilience, puis de faire juste un petit premier pas pour juste s'ouvrir, juste en parler. Déjà, en parler, ça... Et aller vers Santé mentale Québec. Oui, ça peut être vers Santé mentale Québec Rive-Sud, mais sinon, il y a vraiment le 1-866-APPEL, qui est vraiment une ligne d'écoute 24 heures sur 24, disponible pour ça, puis eux, ils vont vous référer aussi à des centres de crise, dans le fond, local de votre région pour que vous puissiez avoir un aide ou un suivi professionnel avec les centres d'accès crise, parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand on est rendu là, c'est parce que vraiment, toute seule, on a épuisé toutes nos options, alors c'est important d'aller tendre la main vers l'extérieur parce que les autres personnes autour de nous, ils vont avoir un point de vue beaucoup plus objectif de notre situation, puis ils vont peut-être être capables de nous amener une différente perspective. Ça, c'est une bonne nuance, parce que là, il n'y a pas de parti pris. C'est pas quelqu'un, exemple, tu vis une peine d'amour, puis tu vas, comment je pourrais dire, parler à ton ami qui n'aimait pas ton ex, ça t'aidera pas nécessairement. Ben non, exact. Puis, tu sais, les personnes sont là pour accueillir, pour écouter, pour pouvoir aider la personne. Donc, il faut faire le premier pas. Il faut faire le premier pas. Tu sais, quand je disais tantôt se responsabiliser, prendre soin de soi, oui. ça, c'en est un. Oui, parce que si on prend pas soin de soi, qui va le faire? Ben, qui va le faire? Tu sais, ça se peut que des fois, on est chanceux d'avoir des personnes autour dans notre entourage qui vont reconnaître notre cri à l'aide ou vont être capables de le voir, mais il n'y a pas tout le monde nécessairement qui est au courant des différents signes et tout. Donc, c'est important de pouvoir, tu sais, avoir le goût de vivre, puis le goût de se battre, mais garder espoir que, oui, la vie peut être mieux que qu'est-ce qu'on est en train de vivre
dans votre situation présente, si jamais c'est une situation que vous ressentez. Angélique, une statistique dont tu m'as fait mention lors de notre pré-entrevue, c'est qu'en cette période difficile de confinement, de restrictions, on est dans un monde qui change, on perd un peu nos points de repère. C'est un sujet aussi qui touche tous un certain jour ou l'autre, ça c'est certain. C'est un chiffre aussi qui fait réfléchir. C'est une personne sur 5 va souffrir à un moment donné de problèmes de santé mentale. Et notre souhait, évidemment, et dans ton mouvement, c'est de penser aux autres, à ceux qui souffrent en silence. Ouais. Et c'est une personne sur 5, donc ça va toucher n'importe qui. Ça va toucher n'importe qui, puis c'est une personne sur 5, là, ça c'était avant la pandémie. Là. Fait que j'ose même pas imaginer que peut-être que c'est augmenté, les chiffres. Mais une chose est certaine, c'est que pour ces une personne sur 5, c'est que ce soit avec un diagnostic ou pas. Ça, c'est les personnes qui ont des diagnostics, mais tu peux vivre un état de mal-être et de la détresse totale, mais sans nécessairement que ça mène à un diagnostic. Tu sais, comme moi, exemple, j'ai pas eu de diagnostic d'un épuisement, d'un burn-out parental et d'une dépression. Et pourtant, je le sais que c'est ce que j'ai vécu. Ouais. Mais quand je suis allée à l'hôpital... Tu réalises après. Oui, exact. Ben, en fait, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, ben, c'est correct, c'est comme une étiquette, mais dans le fond, c'est pour savoir, bon, ben, c'est quoi les outils que je peux faire pour m'en sortir, tu sais. Je suis pas obligée d'attendre d'avoir le diagnostic pour être capable d'aller me chercher des ressources puis d'avoir des outils. Donc, c'est vraiment de pouvoir essayer de prévenir de se rendre là. Le mot-clé de ta mission et du mouvement, c'est la compassion. Et c'est ça qu'on devrait développer et enseigner aux jeunes enfants, finalement, à être à l'écoute des autres. Commencer par l'écoute de soi. Tu sais, j'allais dire, avoir de la compassion envers soi. Parce que quand on est capable de l'avoir envers soi, on l'a naturellement envers les autres. Parce que les autres sont comme juste un reflet de ce que nous sommes. Oui. Si moi je m'accepte en tant que personne puis je suis capable de ne plus être parfaite, j'exige plus la perfection des autres. C'est comme, ça vient naturellement. Mais je vais exiger la perfection. C'est un reflet, c'est un miroir. Oui. Nos relations sont un miroir de ce que l'on est. Exact. Comme tu es sage. Merci, c'est gentil. Maintenant, ça c'est un sujet qui m'a impressionné, que j'ai trouvé vraiment intéressant. À la base de la genèse pour trouver l'équilibre et pour continuer d'avancer, ce sont les 7 astuces pour se rechercher. Puis là, de mémoire, se recharger. Moi, j'en ai écrit quelques-unes que je me rappelais, puis je pense qu'il m'en manque 2. Choisir et agir. Oui. S'accepter, ce qui est difficile. C'est un travail d'une vie, mais c'est un cheminement. C'est un jour à la fois un cheminement. Ça prend pas toute une vie pour s'accepter, mais c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours parce qu'on est comme un oignon. On est comme un oignon. Fait qu'une plure d'oignon, à chaque fois, on accepte, on se découvre, on apprend à s'aimer de plus en plus, des facettes de notre personnalité ou de ce que nous sommes. Et des fonds de la même odeur. Des fois, on peut se rassembler avec d'autres personnes, mais là, c'est créer des liens à un autre. Se ressourcer. Oui, se ressourcer. Puis ça, pour certains, c'est pas facile quand on est dans la performance. Oui, exact. Parce que c'est de prendre du temps. Hein? Puis des fois, on a l'impression d'être tellement en manque de temps parce qu'on a toute notre to-do list. Donc, c'est de revoir littéralement notre façon de penser puis nos priorités dans notre vie. Ouais. Ressentir, se connecter sur du vrai. Oui, sur nos émotions. C'est ce que tu as fait suite à ton épisode douloureux. Créer des liens, même si certains sont carrément sauvages, mais c'est important. C'est pas vrai que quelqu'un peut vivre déconnecté. Nous sommes tous connectés l'un à l'autre en tant qu'individu, en tant qu'humain. Puis les 2 autres, ben c'est quoi déjà? Donc, dans le fond, te découvrir, choisir, agir, te s'accepter, ressentir, créer des liens et se ressourcer. C'est ça, nommé. Il y en a 7. Puis tu sais, j'ai pas juste utilisé ressentir, c'est vraiment les 7 que j'ai pu mettre en pratique pour pouvoir remonter la pente. Et je réalise que c'est les 7 que je ne mettais pas en pratique qui ont fait en sorte que j'ai descendu la pente. As-tu déjà pensé écrire un livre sur ce thème-là? Oui, justement. Moi, je t'encouragerais fortement à faire ça parce que je pense que ce sont des combinaisons gagnantes pour arriver justement à garder l'équilibre. Oui, exact. Merci de cet encouragement-là. Ça va être un de mes futurs projets, définitivement, avec... tu sais, moi, je me dis, mélanger avec mon histoire, mélanger avec la théorie, mélanger avec des exercices pratiques, un peu comme que je fais dans mes ateliers, puis d'inciter la personne, dans le fond, à une introspection, puis une retransformation de sa vie, finalement. Étais-tu aussi altruiste, disons, il y a 5 ans? Ou c'est une claque au visage qui, finalement, t'a mené vers cette voie? Bien, en fait, je te dirais que oui, j'ai été tellement altruiste parce que j'ai tellement voulu sauver. Hein? Sauveur, on tombe sauveur pour les autres. On en fait plus que qu'est-ce que nos propres limites sont capables de supporter envers mes filles. Et c'est le fait que j'ai tombé tellement sauveur envers eux
que je me suis oubliée, je suis devenue victime, puis après je suis devenue persécutrice, ou est-ce que là je devenais agressive et violente. Wow. Alors c'est comme, tu sais, le triangle de Cartman, là, au niveau de la dépendance affective, c'était vraiment ça, tu sais, j'étais pas capable de reconnaître mes propres limites, donc oui, je donnais tellement trop, et ça depuis que je suis jeune, moi j'ai une mère qui est en chaise roulante depuis que je suis jeune, puis à 8 ans, c'est moi qui avais changé sa couche pour la première fois, etc. Donc depuis que je suis toute jeune... Suite à un accident d'auto, quoi? Non, elle a fait de l'arthrite chronique, une maladie auto-immune, donc j'étais habituée tout le temps à penser aux autres. Mais mon père, que lui c'était le contraire, il disait « Charité bien ordonnée commence par soi-même. » Oui, c'est tellement vrai. Ouais. Angélique, chaque condition diffère une de l'autre, mais il y a des points en commun malgré tout. À quel moment, toi, tu as vu que tu avais un problème, déséquilibre, quelque chose qui s'en venait? Il y a des signes plus évidents que les autres, j'en ai marqué quelques-uns, on les a mentionnés tantôt, les sauts d'humeur. À un moment donné, on manque de mots pour identifier des situations, on ne sait plus se retrouver, se reconnaître. On perd ses points de repère, ça c'est un classique, une baisse marquée de l'estime de soi. Il y a des signes physiques aussi, la perte d'appétit, la perte aussi du sommeil, et ça c'est dramatique parce que perdre son sommeil, aussi ce que je disais tantôt, toujours la faute des autres, l'échappatoire, ça c'est éphémère parce que ça tient de l'orgueil. Toi, c'est à quel moment? Y a-tu un moment précis, t'as dit là, ça marche plus du tout? Ouais, je pense que moi j'appelais ma sœur à tous les soirs pendant comme 2 mois pour ventiler, chialer, me plaindre finalement de ma vie. Oui, puis tu sais, elle essayait de se rétablir, tu sais, puis elle me disait, elle essayait de me trouver des solutions, puis moi j'étais comme, ah non, mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ah, je trouvais plein d'excuses pour ne pas sortir de ma situation finalement, dans laquelle je vivais beaucoup de ressentiment, de rage, d'épuisement, etc. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, Angélique, elle dit, je veux bien t'aider, mais tant que t'es pas capable de faire quelque chose pour sortir de ta situation, rappelle-moi pas. Puis elle a raccroché. Puis c'est wow! Pour moi, ça a été une claque d'en face, mais c'était vraiment la claque d'en face que j'avais besoin parce qu'à ce moment-là, c'est comme si ça me ramenait à moi. Puis quelqu'un me disait, ouais, c'est quoi tu veux faire de ta vie? Comme, tu veux-tu rester dans cette situation-là de merde? Ou tout en pensant à tes enfants aussi, là. Ben, c'est parce que moi, je pensais trop à mes enfants. Okay. C'est vraiment ça le problème. Je me donnais trop pour eux. Je me levais la nuit pour eux. Je mangeais plus pour eux, tu sais, parce que je mangeais qu'est-ce qu'eux avaient besoin. Je m'oubliais. J'avais plus aucune passion pour moi. Okay. Tu sais, ma femme, en tant que telle, elle était complètement disparue. Là, c'était juste mon rôle de mère. Solide, là. Ben, oui, puis mon conjoint, à ce moment-là, ben, c'est sûr que lui aussi avait ses défis, puis lui aussi, il était fatigué, puis il travaillait, fait que lui aussi, il n'était pas aussi peut-être présent émotionnellement que j'aurais peut-être souhaité. Mais il a fait de son mieux, puis ça, je le réalise. Je pense que les deux ont été en train de se noyer, là, finalement, dans cette situation-là. Et donc, il a vraiment fallu que j'aille chercher de l'aide extérieure. Puis moi, je suis allée suivre une thérapie, etc. Okay. Pour vraiment aller approfondir. Tu sais, moi, je t'ai rendu que je consommais aussi la marijuana pour essayer de fuir toutes ces émotions-là. Ça aide pas quand ça va pas bien. Ben, c'est parce que tu sais, des fois, on fait la joke. Ou à court terme. Ben, c'est ça, on fait la joke des fois d'alcool, de dire, ben, tu sais, si tu le bois pour éviter un problème, le lendemain, tu te fais juste te réveiller avec 2 problèmes. Celui de la veille, plus un mal de tête. Je peux te donner un énoncé que tous les barman ont vécu, c'est-à-dire que les gens boivent pour oublier leurs problèmes, puis un coup qu'ils ont bu, ne font que de parler de leurs problèmes. Oui, puis souvent, on en crée plus. C'est ça. Fait que, je te dirais que ça aussi, ça a été un signe là, précurseur de faire comme, OK, clairement, j'ai juste plus envie de vivre dans ma réalité. Là. J'étais plus bien. T'sais. Fait que ça aussi, ça a été un élément déclencheur d'un moment donné de me dire, OK, Angélique, prends-toi en main. Puis moi, j'avais des pensées, là. C'était pas des pensées suicidaires envers moi. Moi, j'étais rendue à un tel point là, que j'avais des pensées d'agressivité envers mes filles. T'sais, puis à un moment donné, je me disais, hey, mais je peux pas. Là, tu n'étais plus gentille avec elle. Ah non, mais dans ma tête, physiquement, j'étais encore capable. Très exigeante. Mais oui, puis dans ma tête, c'était comme, pouvez-vous juste dormir? Puis je devenais très agressive dans ma tête. Puis j'avais juste envie de, tu sais, comme, mettre la main sur leur bouche puis les forcer à dormir. Ben oui. Là. Puis je me disais, hey, je peux tellement comprendre les personnes, tu sais, quand ils me parlent de bébés secoués, là, au début, à l'hôpital, puis je me disais, oh my gosh, ok, je peux comprendre comment on peut arriver à ce point-là. C'est ça. C'est comme, hey, non, c'est pas ça que je veux, là. C'est là que je me suis dit, Angélique, prends-toi en main, va te chercher de l'aide. Ça a été le déclic. Oui. Question suivante, Angélique. Il y a toujours des sceptiques ou des arrogants dans la salle. Suite à ton expérience personnelle, que dirais-tu à la personne qui regarde ceci avec détachement, se croyant, peu importe l'âge ou la situation, à l'abri d'une dépression ou d'un problème de santé mentale, et qui regarde ça en se disant, bof, qu'est-ce que c'est ça, ce sujet-là? Quel avertissement pourrais-tu donner à ces gens-là? C'est comme une citation que j'aime bien, c'est si tu prends pas soin de ta maladie un jour, de ta santé, un jour, tu vas devoir prendre soin de ta maladie. Parce que la santé mentale, il faut en prendre soin. T'sais. Fait que ça va se faire naturellement, parce que c'est ça le cours de la vie. Il faut en prendre soin, sinon c'est notre maladie, elle va nous obliger à arrêter. Une personne sur 5, ça veut dire que c'est 20%. Oui.
Puis ça veut dire aussi, probablement avec la COVID, que le 20% va augmenter. Je pense qu'on se rapproche plus du 40% tranquillement. Ouais. Puis tu sais, les personnes qui vivent présentement de la détresse ou quoi que ce soit, là, la dernière chose qu'ils ont besoin, là, c'est du jugement. Ils sont déjà par terre. Ouais. Si tu les voyais déjà par terre, tu sais, imagine-toi là, une personne qui vit de la détresse, là, c'est comme si elle est déjà en petite boule en train de pleurer par terre. Tu vas-tu aller lui donner un coup de pied dessus? Ouais. Non. Elle a besoin d'une main. Elle a besoin que tu lui tendes une main. Mais la personne qui se pense au-dessus des situations, justement, c'est celle qui va le tasser du trottoir pour le mettre dans les rues. Mais tu sais, peut-être que cette personne-là, elle est juste pas capable de même voir cette souffrance-là parce qu'à l'intérieur, il y a tellement une souffrance qui est là qu'elle ne veut juste pas aller regarder. C'est parce que moi, mettons, là, quand j'étais fâchée ou quoi que ce soit, à l'intérieur, là, je voulais pas faire mal aux autres. C'est juste que j'étais tellement pas bien. Quand on n'est pas bien, là, comment qu'on fait pour donner quelque chose qui est bon à l'autre? C'est ça. Puis là, le négativisme embarque et puis c'est un cercle vicieux. Le premier pas, on en parlait tantôt, si important pour avoir pris conscience que quelque chose ne tourne pas rond. À un moment donné, il faut demander de l'aide. Ça prend une dose d'humilité. C'est pas facile pour tout le monde. Aller vers le positif, vers l'amélioration. Sinon, ben, le bas fond va se creuser. Tu dis quoi aux gens qui n'osent pas faire le premier pas et qui écoutent ça et qui se reconnaissent? Oui. Mais en fait, moi, j'ai longtemps eu la croyance, parce que oui, nos pensées nous mènent à nos actions. Donc, j'ai longtemps eu la croyance, demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Et c'est cette croyance-là qui a fait en sorte que pendant longtemps, je n'ai pas été chercher de l'aide, puis j'ai voulu rester la superwoman. Et depuis que j'ai osé, parce qu'à un moment donné, je pense que tu te ramasses tellement dans un bas fond que tu te dis, OK, genre, j'ai plus d'ego, là. J'ai plus d'ego, j'ai plus rien à perdre, là, je suis prête. Tu sais, quand t'es écœuré, quand t'es tanné, t'es comme, OK, là, je suis prête à aller, je vais aller cogner dans n'importe quelle porte, je veux juste avoir de l'aide. Quand t'es rendu là, ça, c'est bon signe. Mais idéalement, c'est que tu veux pas avoir besoin de creuser trop bas pour aller chercher de l'aide. Puis souvent, moi, j'ai une citation que j'aime bien dire, c'est l'homme change par deux façons, soit par la souffrance ou par la sagesse. Et il faut que l'homme soit plus fort. Il faut que la souffrance soit plus forte que l'orgueil pour avoir envie de changer. Oui, évidemment. Donc pour moi, j'ai fait 1 + 1 = 2. Ça veut dire que de devenir plus sage, c'est d'apprendre à changer en ayant besoin de souffrir de moins en moins avant de changer. Et il y a beaucoup de relations qui se terminent à cause de l'orgueil. La personne dit non, moi je ne rappellerai pas ou quoi que ce soit. Puis là, c'est encore l'orgueil qui rentre en ligne de compte et qui vient faire de la destruction. Oui, mais des fois, on a été blessés, puis on tombe dans notre carapace, dans nos mécanismes de défense. Et un passé qui n'est pas réglé. Oui, puis tu sais, c'est difficile de se mettre à nu, de baisser nos barrières. Ça prend une dose d'humilité, comme je le disais tantôt. Puis de courage, parce que ça, on fait peur, tu sais, face à notre peur de rejet, notre peur d'être abandonné, notre peur d'être rejeté, invité. Fait que beaucoup de courage pour faire face à cette... Comme nous sommes sérieux cet après-midi. Malgré nombre de campagnes de sensibilisation, les mentalités changent, évoluent, oui, mais il y aura toujours des préjugés. En santé mentale, là, dans ton mouvement, est-ce qu'il y a encore des préjugés qui sont solides et tenaces contre ce que vous faites? Comme disons il y a 30 ans. C'est sûr que peut-être que moi, je suis peut-être pas la personne qui va les vivre le plus, ces préjugés-là. Moi-même, au sein de mon organisme, ce que je vois, c'est que c'est wow ce qu'on vit parce que je réalise que tous les principes qu'on parle, bien, on les met en valeur et on les met en pratique dans l'organisme. Fait que, je te donne un exemple. Oui. Une fois par semaine, on se rencontre pour parler de nos émotions. Tu sais, de donner la place à ça. Tu sais, dans n'importe quel autre organisme, il n'y en aura pas de ça, là. Moi, mettons, bon, ben, j'ai des forces, mais j'ai aussi beaucoup de faiblesses. Tu sais, on va pas nécessairement parler de grosse santé mentale, mais on va parler des préjugés. Bon, ben, si moi, je serais supposée être capable de faire ça, mais c'est comme, ben non, on va m'accueillir tel que je suis, on va utiliser mes forces, puis on va contrer mes faiblesses. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est beau. Puis je trouve que dans plusieurs organisations, c'est encore tellement axé sur la performance. Et je pense qu'il y a moins de place à l'humanité. Puis que ça gagnerait vraiment à ce que les organismes, les associations, les entreprises puissent donner de la place à l'humain au centre de, pour les employés, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise d'être soi et d'arrêter de porter des masques quand ils vont au travail. Là, tu dis d'enlever nos masques, finalement, c'est la COVID. Oui, enlever nos masques psychologiques. Ah, OK. Fallait préciser. Enlever nos masques psychologiques derrière lesquels on a peur d'être soi parce qu'on a peur de la réaction de l'autre personne. Mais on a tous un masque. Oui, mais moi j'essaie d'en avoir de moins en moins, puis c'est là que je vois la différence entre comment je suis capable d'être juste moi dans les différentes sphères de ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Je vais être la même personne. Je vais être aussi intense des deux côtés.
Tantôt, on a parlé des 7 astuces du mouvement santé mentale. Mais moi, j'aimerais que Angélique me dise personnellement sa recette pour rester dans l'équilibre, les points les plus importants que tu conseillerais aux gens par rapport à ton vécu et ce que tu fais comme mission, comme vocation. Bien, la première chose, admettons, ressentir. Okay? Ressentir, je sais que c'est des astuces les plus difficiles, là, mais d'être à l'écoute de ses émotions, juste de les accueillir, juste de se donner le droit de vivre nos émotions. Juste ça, là, c'est tellement un grand pas, là, juste pour cette astuce-là, déjà. De voir qu'elles sont utiles. Ça, là, c'est wow. Et ensuite,